Salut à tous, merci de nous rejoindre. C'est un nouveau numéro du débriefing F1 que vous retrouvez sur motorstv.com après chaque Grand Prix. Hola Jean-Luc. Hola LFB, hola à tous, salut. C'était effectivement le Grand Prix d'Espagne hier, la 5e manche du championnat du monde. Je vous rappelle le classement si tant est que vous ne soyez pas au courant. Button a donc gagné, 4e victoire quand même cette année en 5 Grands Prix devant Barrichello. C'est donc un doublé pour Brown GP Jean-Luc. Weber monte sur le podium devant Vettel, Alonso, Massa, Heidfeld, Rosberg. Voilà pour les pilotes qui marquent des points. Et j'ajoute à la liste à dessein Hamilton qui termine 9e. Seulement 9e, pour un champion du monde se prendre un tour. Et oui, et puis alors humiliation suprême pour Hamilton, évidemment, qui se fait prendre un tour à quelques tours de l'arrivée. Alors là, ça fait mal quand même, parce que on a pu estimer que les McLaren avaient un léger sursaut à Bahreïn, absolument pas confirmé. Là, on a vu Kovalainen nulle part. D'ailleurs, on l'a pas vu du week-end. Et le pauvre Hamilton, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, là, on peut dire que là, ils ont dû prendre un coup au mal. Allez, on va directement aller aux questions. Je vous rappelle que pour poser vos questions, vous avez deux moyens. Soit c'est par écrit sur le forum de Motors TV, rubrique Monoplace, soit c'est des questions vidéo et vraiment on vous encourage à le faire, ça serait vraiment sympa sur le groupe YouTube, le débriefing F1, c'est ça l'adresse. Alors Jean-Luc, on entame le débat là avec pas mal de questions et notamment la première qui symbolise c'est cette thématique qui revient, une question d'Alex F1 du site internet Tout sur la F1. Brown GP a-t-elle fait gagner Button à la place de Barrichello pour creuser l'écart par rapport aux équipes rivales? Alors, évidemment, c'est encore une bonne question pointue de spécialistes et on s'est tous posé la question. La réponse, naturellement, nous ne l'aurons pas. On va d'abord partir des faits, puis après on va essayer de comprendre. Alors les faits, en course, effectivement, à un moment, on dit à Barrichello, via sa radio, son ingénieur lui dit, on est passé du plan A au plan B pour Button, ce qui signifie qu'on a changé la stratégie. Lui, il sait qu'il est sur 3 arrêts, donc il a bien compris qu'on passait Button sur 2 arrêts. Pas de réaction, on lui dit pas on va faire pareil pour toi, ou est-ce que tu as envie de changer, ou rien. Bon, il continue à piloter, on a compris qu'on était sur 2 stratégies différentes. On met pas ses œufs dans le même panier. On peut comprendre chez Brown, on rappelle quand même que Ross Brown c'est le grand stratège de Ferrari de toutes les années. Je vais y venir, Schumacher, Barrichello, tu me vois venir. Oui. Et donc effectivement, il se dit, je tente un coup. Brown, il n'a pas son pareil pour interpréter les éléments, les événements, la manière dont on exploite les pneus, qui par parenthèse a été assez simple pour tout le monde. On va mettre de côté les 2 qui étaient partis en pneus durs, de mémoire il y avait Bourdet et un autre Physique là, je crois, qui n'ont pas joué de rôle. Donc tout le monde est parti soft et les durs sur la fin avec 2 arrêts. Donc j'en reviens à Barrichello qui est en train de piloter et on lui dit de temps en temps pousse parce que si tu veux rester, et lui il dit oui mais je suis au maximum de ce que je peux faire. C'est toujours un peu rigolo d'entendre l'ingénieur dire à son pilote va plus vite si tu le peux. L'autre il dit non, je suis en train de tricoter, t'en fais pas, je journal, dès que j'ai terminé, je vais aller un peu plus vite. Bon, donc c'est clair qu'on n'a pas mis ses œufs dans le même panier. Maintenant, est-ce qu'intentionnellement Ross Brown a essayé de faire gagner Button de manière à ce qu'il augmente son avance au championnat en considérant que Barrichello n'est qu'un deuxième couteau? Oui et non. Oui, parce que moi, à sa place, tout le monde à sa place, moi je jouais le coup pareil. Je me dis, j'ai les voitures qui dominent, je sais pas où on va en stratégie, j'ai quand même peur de la Ferrari qui est vraiment dans le coup, etc. Et puis les Red Bull, même si, on y reviendra sûrement plus tard, Vettel a été handicapé donc par la progression de Massa, qui était moins rapide que la sienne, on sait qu'il y a Weber de l'autre côté, on se dit, oulala, ils sont très forts. Donc, il a raison de mettre ses œufs dans 2 paniers différents. Ouais. Maintenant, évidemment, c'est au détriment de Barrichello qui était à la rue, on le sait, il y a 2 mois, qui est rattrapé. Button n'avait pas trop d'inquiétude pour lui, mais Barrichello était quasiment quasiment à la retraite. On le récupère, il sait bien, le pauvre Barrichello, que oui, s'il y en a un sur lesquels on tente des trucs, c'est lui. Voilà. Alors en tout cas, il a fallu chez Brown GP un peu démentir ces bruits un peu déjà qui commencent à naître de favoritisme en tout cas, de team orders comme on dit. Bien sûr. Et Barrichello a n'ont pas montré une mauvaise humeur, mais en tout cas, on a vu qu'il tirait un petit peu la tronche. Oui, parce qu'à un moment, il se dit, et pourquoi c'est lui qu'on passe et pas moi? À un moment, on peut se demander, alors que Barrichello est devant, il faut le rappeler, il fait un début de course extraordinaire, il prend le meilleur départ, pourquoi c'est pas lui qui bénéficie, entre guillemets, de la stratégie peut-être audacieuse, ou finalement, compte tenu des faits de course, la plus à même de mettre le pilote en avant? Oui, je sais bien. Bon, s'il y a, de toute façon, le classement du championnat est là, clairement, dans la tête de Ross Brown également, il y a un numéro 1, c'est Button, il y a un numéro 2, c'est Barrichello, voilà, c'est tout. Bon, donc en tout cas, doublé de nouveau pour l'équipe Brown GP, alors qui au championnat constructeur a une valise d'avance. 68 points, Red Bull derrière 38,5, pratiquement 30 points d'avance. Là, ça commence à faire. Ne parlons pas des autres, par pudeur. Alors, si les autres quand même, tiens, une fois qu'on a évacué la victoire de Brown GP. Oui. Alors, 2 questions en une, tu vas voir pourquoi. Lance 888 et Denis Bourrier qui nous pose la question. Massa a-t-il ruiné la course de Vettel avec son SREC? Ok, première réponse. Mais j'entame tout de suite le deuxième volet, Jean-Luc. Doit-on limiter l'utilisation du SREC, par exemple avec un temps total donné
à la base qu'on ne pourrait pas dépasser. Tu te souviens quand Shankar, effectivement, on avait droit à une minute. Le fameux push to pass, etc. Donc le premier versant, car on voit ce que tu vas répondre un peu, on devine. A-t-il ruiné la course? Et ensuite, le SREC, faut-il le limiter? Alors, ruiner la course, je sais pas, le mot est un peu fort. C'est-à-dire, là aussi, on rappelle que l'utilisation du SREC, ou tout au moins son montage, est autorisé mais non pas obligatoire et non pas... Alors, on est un peu le cul entre deux chaises, c'est la seule expression. Donc, on a vu d'abord une certaine désaffection des équipes au fur et à mesure. Ils ont perdu énormément de temps, énormément d'argent et énormément de potentialité de développement par ailleurs. Ça coûte très cher, on le voit encore, à McLaren, à Ferrari, bref, à BMW, à tous ceux qui ont misé sur le SREC, a priori à tort jusque-là. Maintenant, le but de l'instauration du SREC, de la création du SREC, était précisément de donner des différences de performance, y compris en ligne droite, en permettant à certains, ceux qui l'avaient, handicapés donc par un poids moins bien machin bidule, de pouvoir se refaire un peu la cerise dans les lignes droites et notamment maintenir les autres derrière, voire dépasser. Bon, bah évidemment, il a ruiné la course, je ne sais pas. Il a utilisé les arguments dont il disposait. À une certaine époque, allez, je vais faire un peu d'humour aussi à propos d'une Ferrari. Les moteurs Ferrari à Monza, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était des boulets de canon. Alors on n'a jamais su pourquoi, on saura jamais pourquoi, ça fait rien, ça fait partie des grands mystères de l'histoire. Mais ils avaient des vitesses de pointe, on atteignait à un moment 340 km/h au bout de la ligne droite. Bon, ils avaient des moteurs d'enfer, et c'est pareil, ils étaient un peu moins bien dans les courbes, dans les chicanes, je parle de Monza, bon bah avoir des moteurs d'enfer, si on a le SREC, c'est un peu normal. Alors évidemment, on aboutit au résultat final, c'est que sur un tour, Vettel était plus rapide, parce que d'abord c'est un pilote exceptionnel, il a un châssis exceptionnel et il a un moteur normal, dénué du SREC. Alors oui, c'est lui probablement qui a empêché, et ça on peut le regretter, Vettel de venir se mêler à la bagarre avec les Brown Grand Prix. Maintenant, bah, ça fait partie de la course. Alors, que penses-tu de cette allocation qui pourrait être décidée, maximale? Moi, personnellement, je suis pas d'accord, c'est trop compliqué. Déjà là, on sait que chaque pilote a 6 secondes 6, je crois, par tour pour actionner les 80 chevaux, etc. Bon, alors si on met un temps total, etc., avec un décompte, pour moi, c'est trop compliqué. Champion, ça marchait. Oui, je me rappelle. On savait qu'il avait plus de 36 secondes, je dis n'importe quoi, de SREC. Moi, ça me gêne un peu. Pour moi, c'est un jeu vidéo. Ça, t'as un crédit, alors tu fais un tour, bing, tu prends un crédit, alors pourquoi pas, au bout d'un moment, si au bout de 3 tours et demi, t'as été devant l'autre qui était derrière, mais qui était pas devant, tu reprends 15 secondes de bonus. Enfin, moi, ça me dérange. Mais bon, c'est une opinion personnelle. On peut être d'un avis différent. Alors, quelle est ton opinion par rapport à la question que pose JM30? Les problèmes de Ferrari ne viennent-ils pas plus de l'équipe, finalement, que de la voiture? C'est exact qu'il y a les deux, pour être clair. Bon, la voiture n'est pas au niveau. Elle a compensé une partie de ce retard avec donc la greffe entre guillemets de ce diffuseur à 2 étages, un certain nombre de modifs, notamment l'aileron avant, qui a d'abord été d'ailleurs monté sur la machine de Raikkonen avant d'équiper celle de Massa. Globalement, on a amélioré la performance. De toute manière, on n'aurait pas péché par orgueil, justement, et j'en viens à la réponse à ta question chez Raikkonen. Apparemment, ça viendrait de lui, mais l'équipe n'a pas voulu le charger. Quand il est 12-13e, en fin de Q1, il dit non, c'est bon. On lui dit, tu veux pas ressortir? Non, je veux pas ressortir. Bon, il ressort pas, bim, 16e au résultat, donc terminé. Ça fait quand même deux fois la même erreur. Je vais oser dire, à la 3e, on va pouvoir dire que c'est une vraie connerie, quoi. Il y a un moment, il faut quand même peser les mots. Alors, qui est responsable? Je ne sais pas. En tout cas, si personne peut dire au pilote, t'es gentil, tu veux pas y aller, bah si, on te remet les pneus, allez mon gars, et tu vas nous mettre au moins dans les 10 pour être certain d'être en Q2. Enfin, ça me paraît le minimum. Surtout quand on voit Massa se hisser sur la 2e ligne de la grille de départ. Donc là, il y a un gros problème d'exploitation. Alors, d'où ça vient? Je vais faire aussi un trait d'humour. Je précise avant, j'allume les lumières, c'est de l'humour. On voit revenir Michael Schumacher, c'est le bazar, ça y est, on peut plus... Bon, non, mais je suis désolé, mais il y a un moment... Alors, est-ce que c'est lui qui dit non, il a raison, il le sent, il faut pas le faire sortir? Ou est-ce que... C'est pas pour lui taper sur la tête, J'ai dit que c'était une plaisanterie, quand même. Mais bon, là, il y a une erreur stratégique énorme qui condamne la course de Raikkonen d'entrée. Tu me diras après, il a un problème technique, mais bon... Allez, question de Titeuf, de notre ami le site Fanatique F1. Pourquoi la Toro Rosso? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Pourquoi la Toro Rosso est-elle moins rapide que la Red Bull alors qu'on a l'impression que c'est la même et c'est le même châssis? Alors, oui, à la base, c'est le même châssis. Mais alors, il y a quand même des différences notables. On l'a souligné, c'est la motorisation. Dans un cas, c'est Ferrari, dans l'autre, c'est Renault. Il faut croire que l'intégration, peut-être, du moteur Ferrari, qui de surcroît s'est opérée dans un deuxième temps. C'est-à-dire que Adrian Newey a d'abord conçu la Red Bull avec
le moteur Renault. Et après, on a donné ce châssis à l'équipe Toro Rosso, qui est moins puissante, qui a moins de capacité de développement. Et donc, avec un retard de temps et de moyens, on a greffé, entre guillemets, le moteur Ferrari. Donc, en termes de refroidissement, en termes d'implantation des organes, en termes de plein de choses, c'est pas du tout la même histoire. Donc, exploitation du châssis, équilibre. On sait qu'aujourd'hui, dans la manière de chauffer les pneumatiques et dans la manière de les exploiter, la répartition du poids, c'est absolument énorme. Là aussi, on ne connaît pas, évidemment, aucune écurie ne communique là-dessus, mais ce poids, il est plus ou moins en avant, voire légèrement décentré peut-être que dans les circuits qui tournent à droite, comme ça, autant qu'il peut l'être. Enfin bon, donc à mon avis, il y a une raison logique, il y a une raison réaliste, et puis après, il faut peut-être parler du talent des pilotes. On a un Vettel qui est un type exceptionnel, et un Weber qu'on a découvert au dernier moment, mais dans le bon sens, qui est toujours là. Weber, il est solide, c'est un Australien rugueux, il se pose pas de questions, lui il envoie. C'est un Alan Jones des temps modernes, avec un physique différent, mais il est là, quand il peut être là, il est là. Il est monté sur le podium, alors que les pilotes Toro Rosso, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, l'élimination d'entrée, ils sont pas pour grand-chose. On va le dire quand même, moi bon, là, on y va aussi. Moi, une nouvelle fois, et le pauvre Sébastien, il l'a regretté, il n'arrive pas à être devant Buemi de manière significative. Bon, ça, c'est quand même un problème chronique. Là, maintenant, au 5e Grand Prix, nom d'un chien, je l'ai déjà dit dans cette émission, il faut qu'il y arrive. Il faut être tout le temps devant, mais tout le temps. Il n'y a aucune raison d'être derrière. Ça, c'est le premier point. Et après, malheureusement, quand on part derrière, on se trouve exposé à ce qu'on a vu là, c'est-à-dire une situation en chaîne où, malheureusement, il en est victime. Mais bon, oui, là, ça fait partie des frictions. On sait que ça peut arriver. Ça pourra arriver au prochain Grand Prix à Monaco, en plus, je te rappelle. Alors là, Sainte-Dévote, à mon avis, ça va être chaud. Je mets une petite pièce quand même sur Sébastien Bourdet. À Monaco, qui l'an dernier, je me souviens, dominait Vettel plutôt régulièrement sur toute la durée des essais. Alors en course, ça s'était pas terminé comme ça, mais je pense qu'à Monaco, Sébastien il faut qu'il le fasse. Bon, écoute, tu l'as dit, tu l'as bien dit. Alors on se retrouve dans 15 jours, juste un petit mot pour conclure. Monaco, dans 15 jours, on aura plaisir à se retrouver pour en discuter. C'est quand même toujours un rendez-vous qui, même si ça débouche pas sur le Grand Prix le plus passionnant de l'année, c'est unique en son genre et on a le cœur qui bat un petit peu plus vite. Monaco, c'est vraiment autre chose. On a à la fois un peu l'angoisse, un peu la bouche sèche, parce qu'on a tous vu des trucs à l'époque qu'on pouvait se promener au bord du circuit. On a eu ce privilège, ça fait toujours un peu vieux con de dire ça, mais oui, on a vécu des séances de qualif avec Ayrton Senna au bord de la piste. Et là, rien que d'en parler, j'en ai les poils qui se dressent. Non, mais c'était un truc invraisemblable. Moi, j'ai vu un carton. Alors là, on va déborder, je te préviens. J'ai vu un carton dans le tunnel à l'époque, et je raconte très rapidement. Berger est chez Ferrari. Il arrive, il descend au portier, son moteur est arrêté. Moi, je suis à l'entrée du virage du portier, juste derrière le rail. Et effectivement, il y a un soleil incroyable, on ne voit rien dans le tunnel, même s'il est clair, on ne voit rien. Et moi, je me dis, il va s'arrêter avant le tunnel. Eh bien non, Berger choisit, de rentrer dans le tunnel à 40 à l'heure. Et je me dis, il va être obligé de s'arrêter au milieu, ça va être le carnage. Effectivement, il s'arrête au milieu. Je vois rentrer et là, un commissaire, le premier, se précipite, sort un drapeau jaune de mémoire, qu'il met du côté droit de la piste, là où il peut, juste à la limite. Et moi, je suis pilote, je rentre dans le tunnel, je serre à droite, je me dis, il y a un drapeau à gauche. Les deux premiers passent par miracle, arrive un paquet derrière, bim. Et là, je me dis, c'est le carnage. Tout le monde se met à courir. Moi aussi, on se dit, ça va être l'horreur. Et ce qui s'est passé, deux courageux commissaires de Monaco ont franchi le rail, poussent la Ferrari. Lui, Berger, quand il s'est arrêté, il a sauté le rail, il s'est mis à l'intérieur. Les commissaires poussent. Et heureusement, quand ils ont entendu les voitures arriver, les deux commissaires sont serrés contre le rail. Et donc, la Ferrari était emmenée par Andrea de Cesaris, le pauvre vieux. C'était lui le deuxième. Le premier a évité la Ferrari. De Cesaris l'a percuté au moins à 200 km/h. Il y avait des morceaux sur 300 mètres. Heureusement, aucun blessé. Et retour au paddock, tout le monde disait De Cesaris, ça m'étonne pas. Il y était pour rien, le pauvre vieux. Donc voilà. Alors on va pas cristalliser là-dessus, mais Monaco, c'est un circuit atypique, c'est un circuit de pilote, c'est un circuit de courage. C'est pas étonnant que tous les grands champions, Ayrton Senna et Michael Schumacher et Alain Prost, et on va pas refaire toute la liste, se soient imposés sur ce tracé-là. C'est un circuit d'enfer. Voilà. Bon, et donc vous avez noté le rendez-vous. Dans 15 jours, le lundi 25 mai, très précisément, sur motorstv.com. On se retrouvera pour un nouveau débriefing F1 avec Jean-Luc, bien évidemment. En attendant, n'hésitez pas à nous poser vos questions, c'est la règle du jeu. Et puis donc on va passer 2 bonnes semaines à attendre ce rendez-vous du Grand Prix de Monaco. Salut Jean-Luc. Salut à tous. Salut à tous. À bientôt.